Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce second épisode de notre séminaire Histoire de jeux vidéo en Belgique. C'est un séminaire qui a pour objectif de recueillir des témoignages d'acteurs et d'actrices, on y viendra, autour du jeu vidéo et de l'activité vidéoludique en Belgique. Et l'objectif aussi, c'est de ne pas se contenter de se concentrer sur les développeurs et développeuses. L'idée, c'est plutôt de montrer les différentes fonctions, les différents métiers que l'écosystème permet d'exercer. Et pour illustrer cette multitude de fonctions, on a un client de choix, cette fois-ci, en la matière de Jean Gréban, que j'accueille avec grand plaisir sur ce plateau, qui a été, on va dire, maître Sega, même si j'ai appris par la suite qu'il y avait une petite correction. Jean, si tu veux en dire un mot directement. À l'heure actuelle, tu travailles pour Walga notamment, mais tu as pu exercer une multitude de fonctions, salariées, indépendantes, et tu me disais hors plateau qu'une des principales qualités, c'était la capacité à créer sa fonction, à inventer finalement sa profession. Mais commençons par le commencement, et donc, Maître Sega, oui, non? Oui, bonjour Björn, d'abord merci de m'avoir invité. Comme Avec tu l'as plaisir. mentionné, effectivement aujourd'hui je suis coordinateur de Walga, qui est l'association qui représente le secteur du jeu vidéo en Wallonie. Et aujourd'hui on va partager un petit voyage dans le temps, en tout cas sur ma carrière de plus de 30 ans dans l'industrie du jeu vidéo en Belgique. Et effectivement je suis arrivé un peu sur le tard dans le jeu vidéo. Adolescent, j'étais pas du tout intéressé par le jeu vidéo. Moi, mon domaine, c'était plutôt la BD, la musique, cinéma aussi. Mon père était cinéphile, il m'a donné le virus. Et c'est via un job étudiant à 18 ans où j'arrive à la hotline de Sega. Alors je n'étais pas maître Sega, il n'y en a qu'un, comme il y a un seul maître d'Ozo. Mais effectivement, j'étais l'assistant de maître Sega, le Sega Expert numéro 3 en Belgique. Ah, Et, c'est déjà bien voilà. de Première se découverte du situer jeu vidéo à ce moment-là. dans cette échelle-là. Ok. Et donc, en quoi consistait exactement le travail de maître Sega, enfin, ou en tout cas d'assistant de maître Sega? C'était un travail de contact avec les consommateurs, je suppose, ou les Oui, consommateurs. les joueurs, Oui. consommateurs, c'est très capitaliste comme Oui. terme, mais les joueurs, et effectivement, ça a été une découverte pour moi, tant au niveau du jeu que des joueurs. On était là pour répondre aux questions des jeunes qui étaient bloqués dans un jeu et leur donner des astuces pour passer le niveau. C'est ça. Et effectivement, j'ai été frappé par deux choses à cette époque-là. D'abord, le jeu vidéo que je voyais un petit peu comme du jouet, puisque ça se vendait dans les magasins de jouets et dans les rayons jouets des grandes surfaces. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, je retrouvais mes centres d'intérêt culturel dans le support du jeu vidéo. Je prends l'exemple de Moonwalker, qui a été le film de Michael Jackson, le premier film que j'ai pu voir au cinéma à 16 ans. Là, on a la musique, le cinéma, et on retrouve ça dans un jeu vidéo, et c'est moi qui interagis, qui joue Michael Jackson. Et je me dis, mais ça, c'est pas du jouet. En fait, si les autres médias et supports culturels sont condensés dans Un celui-là, seul lieu, oui. c'est autre chose. C'est ça. Et un autre jeu dans le même ordre d'idée, Another World, m'a vraiment frappé aussi, par rien que la cinématique d'intro, la musique, le scénario, et on dit, on retrouve les ingrédients d'un film, sauf qu'il est interactif. Et donc là, j'ai une prise de conscience de la dimension culturelle du jeu vidéo, on est en 91. Ouais. Et l'autre dimension qui a été importante aussi, c'est la passion de ces joueurs qui me téléphonaient parfois tous les jours après l'école, parce qu'ils voulaient avancer, aller plus loin dans le jeu, et de voir l'engagement, l'engouement que pouvait susciter le jeu vidéo. Et je me suis dit, là, on n'est pas sur un phénomène de mode, et les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain, et donc c'est quelque chose qui va perdurer et s'amplifier dans le temps. C'est ça. Donc, ce que tu soulignes, c'est vraiment la légitimité de l'objet qui est en train de se construire entre les autres médias populaires et, d'un autre côté, cette passion qui est plus qu'éphémère. Ça me paraît important, effectivement, de le souligner. Peut-être la vidéo d'Another World pour illustrer cette cinématique de départ qui me semble effectivement très importante pour montrer ce qu'il était possible de faire à partir de forme de dessin animé quelque part, qui posait une ambiance très particulière. Est-ce qu'il y a des jeux qui te reviennent sur lesquels tu avais vraiment une mission de préférence, je veux dire? Est-ce qu'il y avait
des demandes de la part des joueuses et des joueurs qui étaient récurrentes. Comment ça se passait, les coups de fil, tu les avais en direct, c'était une vraie hotline où vous deviez décrocher et répondre en direct, quoi. Oui, et en dehors des heures d'appel, on recevait aussi les EEPROM, qui étaient le contenu des cartouches sans la coque plastique avant leur commercialisation, pouvoir les tester, rédiger nous-mêmes les guides de Solus, pour ensuite, quand il était commercialisé, pouvoir répondre aux questions. Ici, ce que je voudrais rajouter pour Another World, c'est aussi l'œuvre d'une seule personne, Eric Chahi. Et c'est un gros problème de notre industrie encore aujourd'hui, évidemment, c'est le manque de reconnaissance des auteurs qui sont derrière. On connaît les réalisateurs de films comme Spielberg, mais les réalisateurs de jeux, le grand public n'arrive pas à en citer 3, alors qu'ils ont joué probablement énormément de jeux vidéo. Bien sûr. Et ça peut peut-être s'expliquer aussi par deux choses. D'abord, le cadre légal du programme informatique qui a mis du temps à être reconnu comme un objet culturel en tant que tel, et puis peut-être aussi le fait que ça coûtait moins cher d'employer des gens qu'on ne connaissait pas, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de phénomène de starification pendant tout un temps, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il y a toute une série de grandes figures qui sont maintenant reconnues par le grand public, mais à l'époque, ça a mis du temps, effectivement, à devenir des figures de proue d'une industrie qui est avant tout vue au départ comme collective et mutualisée, finalement. Tout à fait. Ouais. Tu voulais pointer aussi, parce que tu nous as fait le plaisir d'amener toutes sortes de traces, finalement, de ce passé assez riche. Il y a un reportage qui est paru dans Télémoustique qui rappelle un peu ton activité autour de la hotline et notamment les premiers concours. Non, c'est celui juste avant. C'est celui d'avant. Mais ici, je suis resté qu'un an en attendant mon service militaire qui était encore en vigueur à l'époque. Donc j'étais déjà passé indépendant parce que j'avais plus mon statut d'étudiant pour continuer à travailler pendant cette année à la hotline. Et après mon service, je ne souhaitais pas faire ça toute ma vie et trouver autre chose comme débouché. Mais mes collègues de la hotline ont organisé en 93 et c'est pas encore le bon visuel. Non, c'est vraiment celui sur le concours. Plus qu'un concours, c'était une compétition sur les jeux de Sega avec une finale dans une salle de cinéma du GC de Brouckère, avec 100 000 francs belges de cash prize, comme on le dit aujourd'hui dans l'e-sport, c'était 2500 €. C'était la CK Cup en 93, et donc je suis très content d'avoir gardé cet article en souvenir et d'avoir pu le scanner, parce que ça montre aussi que l'e-sport ne date pas de Twitch, et qu'on a vraiment, depuis les débuts du jeu vidéo, cette dimension compétitive, et donc un autre usage du jeu vidéo également. Et c'est un usage qui va t'accompagner tout au long de ta carrière. On va revenir sur différents jalons qui montrent que cet usage compétitif va se développer, et tu vas, en Belgique, accompagner notamment différentes initiatives autour de cet e-sport naissant. Très bien. Ensuite, après Sega, toujours comme salarié, tu es passé chez Columbia TriStar Home Video. Vas-y, explique-nous quelle était ta fonction, toujours dans la diffusion-distribution, alors à ce moment-là. Alors, pour comprendre, les cinéphiles reconnaîtront le nom évidemment, mais pour le grand public, c'est La Madame avec la torche et le cheval avec les ailes, au début des génériques de films, pour situer un petit peu. Donc, vénérable institution hollywoodienne, qui avait été rachetée quelques années auparavant par Sony, et donc avait réintégré le groupe. Et la structure de distribution des cassettes VHS à l'époque, tant à la location qu'à la vente, a commencé à commercialiser des jeux que Sony Imagesoft, qui a été la maison d'édition jeux vidéo que Sony avait créée à l'époque, surtout basée sur des licences de films comme Hook, qui était le film tiré de Peter Pan avec Robin Williams, ont été déclinés alors Dracula de Bram Stoker, également de Coppola. Et donc de nouveau, je retrouve ces références films qui sont adaptées en jeux vidéo dans une société de films. C'était déjà le rêve d'être dans une institution comme ça, même si c'est à l'échelle locale belge. Et en plus d'amener un peu ma petite connaissance jeux vidéo de l'époque. Parce que pas grand monde dans la société, ni commercial, ni marketing. Une idée précise de ce qu'ils étaient censés distribuer. Et là, j'ai eu un rôle de product manager junior, on va dire, où j'étais là pour vraiment informer les équipes, tant commerciales et marketing. Et mon choix après mon service militaire, plutôt que faire des études, je m'intéressais à trop de choses, c'est de dire je vais travailler pendant 5 ans et je vais te payer pour apprendre. Et ça a très bien fonctionné dans ce cadre-là, effectivement. J'ai eu des très chouettes collègues au niveau marketing qui m'ont vraiment embarqué. Et donc, on a commencé à sortir aussi des jeux d'éditeurs tiers autre que Sony.
Alors ce qui est intéressant ici dans l'article que j'ai gardé de l'époque, c'était le genre d'article parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc la presse spécialisée était notre principale source d'information. Et je faisais vraiment des dossiers tous les mois pour l'équipe commerciale et marketing, pour les informer, faire une veille en fait de ce qui se développait dans l'industrie. Et donc on attendait, on était sur l'époque des consoles 16 bits, la guerre Sega Nintendo entre la Super Nintendo et la Mega Drive. Mega Drive avait déjà sorti un lecteur CD, le Mega CD à l'époque, et on s'attendait à ce que Nintendo en fasse de même. Et effectivement, ce que beaucoup ont peut-être oublié aujourd'hui, c'est que l'ingénieur qui a développé le lecteur CD pour la Super Nintendo est à l'origine de la PlayStation. C'est Yamauchi-san, donc, qui est l'héritier de l'empire Nintendo et actionnaire principal, qui a balayé ça du revers de la main en disant « mais jamais les jeux sur les CD, les enfants vont les griffer, on reste sur des cartouches ». Oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un moment où on se nourrit de rumeurs pour créer des articles d'information dans la presse avec des prototypes qui ne sont encore qu'esquissés et beaucoup, un rapport très affectif avec ce qui va se passer dans le futur. Donc, tu joues un rôle à ce moment-là de passeur de culture finalement, même au sein de ton entreprise. Tu l'as dit, tu viens avec ton background vidéoludique et tu pointes un peu au sein de cette nouvelle entreprise qui s'intéresse progressivement en tant que structure de distribution aux jeux vidéo. Tu pointes les tendances et les choses comme ça. C'est quelque chose qui va rester aussi dans ton parcours, cette volonté d'ouvrir des chemins, de créer des choses. On va venir à la troisième étape. D'abord, juste rappeler dans le chat que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, on les prendra à la fin, ce qui permettra de nourrir un peu l'interactivité potentielle de cette émission. C'est difficile de les prendre en direct, mais il y aura bien un moment d'échange très volontiers. Alors, troisième étape, Infogrames Benelux. Oui, mais il y a une transition. C'est qu'Infogrames a été un des éditeurs distribués à l'époque de Columbia TriStar. On a l'occasion de sortir leur premier jeu adapté de la BD franco-belge Astérix. Et on organise un voyage de presse avec toute la presse belge dans le parc Astérix. Pour la conférence, présentation du premier jeu sur Game Boy et Super Nintendo. Et de nouveau, la BD qui me rattrape dans le jeu vidéo. Et donc, c'est ça, donc toujours ce multimédia. Alors là, c'est l'image neuve, c'est le dossier de presse. Voilà. Et donc là, c'est toi qui montes ce press tour Exactement, ce voyage de presse avec la presse, avec la particularité de la Belgique, c'est qu'on parle deux langues, et donc c'est aussi un atout que j'avais de mon côté, ma mère étant allemande, donc j'ai des facilités avec les langues et de pouvoir le faire en français et en néerlandais, et d'accompagner cette presse jusqu'au parc pour essayer de générer de la visibilité évidemment pour la sortie du jeu, et là-dedans la presse grand public qui commençait à s'intéresser, Télémoustique notamment, on avait vu avec l'article Sega. Était effectivement une de nos références. C'était Eric McKilson à l'époque, qui vient aussi avec un background musical comme journaliste, s'intéresser aux jeux vidéo. On avait quelques médias à l'époque qui s'y intéressaient, mais ça restait encore assez limité. Et au niveau des jeux que Infogrames éditait, on peut peut-être citer les Schtroumpfs, Tintin, Outcast. Oui, et donc en fait, lorsque Columbia m'a fait mon contrat juste par manque de financement, je suis resté les seuls 6 mois de ma carrière au chômage. En réflexion, lancer un projet comme indépendant, c'était un peu trop tôt, j'étais pas à mes 5 ans. Et 6 mois après, Infogrames décide de créer une filiale au Benelux, et donc m'engage comme responsable commercial et marketing. Et donc c'est comme ça où j'ai pu travailler pendant 3 ans aussi à la commercialisation des autres licences qui ont été adaptées. Les Schtroumpfs ont été vraiment dans ma carrière aussi espèce de fil bleu conducteur. C'est assez paradoxal quand souvent par la suite des jeunes me demandaient mais comment est-ce que tu as fait pour travailler dans l'industrie du jeu vidéo? J'avais pas fait d'études spécialement pour ça. Il n'en existait pas, il en existait encore à part pour les développeurs de jeux maintenant. C'est parce qu'en fait j'ai fait le Schtroumpf dans un GB. J'ai travaillé pour l'agence où j'ai travaillé à l'hotline de Sega comme étudiant précédemment, avec un déguisement de Schtroumpf pour les bonbons. Et voilà, parce que je m'étais bien appliqué, ils m'ont gardé comme étudiant d'abord et puis comme indépendant. Et donc j'ai retrouvé les Schtroumpfs ici chez Infogrames, et je les ai retrouvés encore plus tard, on en parlera peut-être après. Et parmi, donc Tintin aussi, on l'a évoqué, Outcast, ça me paraît important de le signaler parce que c'est une licence belge qui
va sortir bientôt, enfin le volet 2 va sortir. On espère pouvoir à un moment accueillir les développeurs du jeu également. Donc tout ça, on va dire, c'est ta carrière de diffusion-distribution en tant qu'employé dans des grosses structures qui ont chaque fois des filiales au sein, on va dire, du Benelux, de manière assez large, ou Belgique uniquement. Mais il faut relativiser les grosses structures de l'époque. Oui, en tout cas, c'est des gros noms. C'était 50 personnes à Lyon. Il y avait une structure Ubisoft Benelux, c'était une personne qui s'occupait de la distribution. Donc effectivement, ce n'était pas évidemment ce que les structures sont devenues par la suite. Infogrames est monté en bourse à l'époque où j'ai travaillé chez eux. Oui. Et donc ils ont une croissance externe, contrairement à Ubisoft qui a d'abord développé ses jeux et ouvert des succursales en propre. Eux, ils ont fait beaucoup d'acquisitions à l'international. Le premier studio qu'ils ont racheté, c'est Océan en Angleterre, qui a édité le jeu Mr. Nuts de Philippe Desailly, avec qui je travaille aujourd'hui. Et donc c'est vraiment, on s'est retrouvés 20 ans plus tard. Océan qui était aussi une boîte qui adaptait beaucoup de licences cinématographiques. Il y a eu La Famille Adams, il y en a eu d'autres. Ils étaient spécialisés dans ces adaptations multi-supports, avec chaque fois des jeux au gameplay parfois assez différents en fonction du support. Exactement. Très bien. Et puis après cette carrière d'employé, tu te lances en tant qu'indépendant, toujours dans le secteur de la distribution, mais là c'est toi qui prends le risque et d'assumer finalement la distribution de grosses licences. Là tu prends contact avec des partenaires et vous montez une boîte qui s'appelle CD Contact Data, qui va connaître une croissance exponentielle en moins d'1 an. Alors on peut dire coup de chance, je pense que la chance elle se provoque aussi. Et effectivement, je suis remercié de chez Infogrames, j'ai eu une petite divergence avec le directeur commercial autour de Tintin d'ailleurs. J'avais vendu plus que lui en fait, et donc je l'avais relevé dans une réunion, il n'avait pas apprécié. Pas de chance, c'est un des 5 actionnaires de la société. Donc, voilà, je défendais les intérêts de la boîte, même si c'était la sienne et pas la mienne. Mais voilà, ça a toujours été un peu le travers aussi dans ma carrière, effectivement, c'est d'aller jusqu'au bout de mes idées, et quoi qu'il m'en coûte. Mais de nouveau, chaque chose négative peut amener quelque chose de positif. Et donc, j'ai été voir deux personnes avec qui j'ai travaillé aux Pays-Bas. J'avais 26 ans, ils en avaient 29. Okay. Le beau-père d'un des deux avait un peu des fonds derrière lui et donc donnait de l'argent à son beau-fils pour jouer avec ses jeux vidéo. Et là, j'ai eu, et ça c'est quelque chose qui est revenu souvent dans ma carrière aussi, je me dis ok, je peux monter une filiale de distribution en Belgique, eux ils sont aux Pays-Bas. C'était des traders qui exportaient des invendus d'anciens jeux. Mais il y avait une demande des éditeurs d'avoir plus de structures de distribution au Benelux, à part Sega, Nintendo et Atlsoft à l'époque qui distribuaient les éditeurs tiers. Forcément, ça manquait un petit peu de choix. Et donc, on a voulu leur offrir cette possibilité d'avoir plus de choix. Mais c'est aussi, je pense, de nouveau, le facteur humain a souvent été important, les rencontres que j'ai faites dans ma carrière. Lorsque on a dû choisir un distributeur pour Tintin Antibes chez Infogrames, j'ai été naturellement vers Nintendo. Le directeur de filiale, Patrick Gigaz, était fan de bande dessinée également, il l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui comme moi, et il a vraiment absolument voulu avoir cette distribution de Tintin, et le deal s'est fait, c'est là que j'avais vendu 3 fois plus que ce que le directeur européen a vendu par la suite au niveau européen. D'ailleurs, on avait fait un bundle Super Nintendo, on avait fait un four autour, qui aujourd'hui pour les collectionneurs rétro gaming est le plus rare au monde, celui de cote à 6 000 €. Nous, on a mis tous les fours autour à la poubelle à la fin, donc c'est dommage. L'argent n'a jamais été une motivation de mon côté non plus. On y reviendra. J'aurais des regrets sinon. On y reviendra sur d'autres dossiers. Mais oui, on peut peut-être lancer effectivement les différentes vidéos des jeux que vous allez distribuer, qui sont des jeux qui sont devenus de très grosses licences à l'heure actuelle et qui l'étaient déjà en partie à l'époque. On voit Tomb Raider. Ici, voilà, ici on se retrouve donc en 96. Je travaille dans mon salon avec un modem 56K et il y a un fax encore à l'époque. Et on sort notre premier jeu exclusif, nouveauté, au mois de septembre. C'était le décollage de la PlayStation. Et là, effectivement, je vois le fax qui tourne et commence à rentrer. C'était le premier Tomb Raider que personne ne connaissait à l'époque et qui a eu effectivement un engouement. Qui a été une exclue, je crois, 6 mois sur Saturn et puis qui a vraiment décollé. Qui a vraiment décollé avec la PlayStation. Ouais. Exactement, donc ça nous a bien lancé. Et donc je suis retourné voir à la même époque Patrick Gigas chez Nintendo, puisque fin de vie Super Nintendo, Nintendo fermait ses bureaux, certainement dans les plus petits pays en Europe. Et un peu de nouveau en disant si on n'essaye pas, on ne sait pas que c'est impossible. Je lui propose de reprendre la distribution de Nintendo, d'aller voir
les Japonais à Grossosheim, un bled perdu en Allemagne, où ils avaient leur headquarter européen. Okay. Et on a passé une journée de présentation de notre structure avec les 2 Néerlandais, Patrick et moi. Et un repas épique, on en ferait un film, pas le dîner de con, mais c'était vraiment épique comme repas, le choc culturel avec les Japonais, leur consultant allemand qui était la personne qui avait lancé Barbie pour Mattel en Europe dans les années 60. Enfin, vraiment des rencontres comme ça improbables aussi. Et un petit comptable très silencieux à table qui est devenu aujourd'hui le CEO du groupe Nintendo, quoi. Et voilà, c'est aussi le genre de rencontre assez improbable. Oui, improbable, effectivement, mais intéressant. Et donc, finalement, c'est je ne vais pas dire un coup de bluff, mais vous montez avec quelque chose qui débute totalement. Il n'y a rien comme expérience, à part vos expériences partagées en tant que salarié et financier. 1er avril 1997, on prend des bureaux, on engage 10 personnes et on lance la Nintendo 64 en Belgique. C'est ça. Peut-être tu peux revenir un peu sur ce lancement, parce qu'on parle sur Internet, quand on Google CD Contact Data, d'un procès, enfin, en tout cas un cas litigieux au niveau européen qui concerne cette société. Et je trouvais que c'était intéressant, en préparant l'émission, que tu reviennes un tout petit peu sur ce cas-là, parce que ça dit quelque chose aussi de la circulation des marchandises en Europe, de la structure assez compartimentée et en silo des structures de distribution vues par les éditeurs de jeux vidéo, et de la réalité de votre boîte à une époque où tout est en train d'être construit. Peut-être que tu peux évoquer cette manière de lancer cette Nintendo 64 ? Oui, tout à fait. L'époque, évidemment, les sociétés, les canaux de distribution ne sont pas figés comme aujourd'hui. C'était un peu le Far West et on était un peu les cow-boys, donc on avait le bon rôle. Mais surtout avec les 2 Néerlandais qui faisaient du trading et de l'exportation des invendus dans des pays où il n'y avait pas justement de distribution officielle, comme les pays de l'Est ou au Moyen-Orient. CD Projekt, d'ailleurs, était un de leurs clients à l'époque et donc ils ont eu une autre trajectoire par la suite. Et donc ici, on a 10 000 pièces de la Nintendo 64 pour le 1er avril, pour le lancement chez nous. À la même époque, Nintendo France avait fermé ses bureaux. On n'avait plus de distribution et donc il y avait un appel d'air important du côté du marché français, beaucoup plus grand. Et donc on s'est retrouvé vraiment dans une situation assez rocambolesque où Auchan Luxembourg, on faisait Belgique-Luxembourg, on nous a commandé 1000 pièces. Des grossistes belges. J'ai été à Scarbeck, des gens à qui j'avais fait mes études secondaires avaient un magasin, ils avaient commencé une structure de distribution, BEMS, on en parlera plus tard. Il y avait des plaques françaises dans tout le quartier et ils avaient reçu 1000 pièces aussi, et donc c'était vraiment. Alors que vous aviez un contrat pour le Benelux. Tout à fait. Et il faut voir que, effectivement, cette fameuse enquête européenne au début des années 2000 visait justement l'entrave, la libre circulation des marchandises que Nintendo a imposé à ses distributeurs. Mais vu que nous, on était très borderline et qu'on avait trouvé des petites astuces pour contourner les contraintes, on a pu se couvrir un peu par la suite. Bon, entre-temps, j'ai quitté la société. Mais je pense que CD Contact Data était une société qui a payé le moins d'amendes par rapport à d'autres et qui ont suivi gentiment les instructions de Nintendo. Et ça leur a coûté très cher par la suite. Comme quoi, être un peu autonome et imaginatif peut aider. Très bien. Crash, donc ça c'est Banjo-Kazooie. Est-ce je n'ai pas été attentif, mais est-ce qu'on a vu Ocarina of Time, parce oui, c'est comme mon jeu favori, ce serait dommage de ne pas le montrer. Voilà, ce serait dommage. Et puis c'est une bonne manière de représenter une des licences majeures de la Nintendo 64. Donc les principales sociétés, il y a eu Nintendo, il y a eu Eidos, il y a eu Infogrames. Il y a eu GT Interactive, Tech2, bon, tout ça s'est regroupé en plus gros consortium par la suite, mais à l'époque, c'est des acteurs qui pèsent, et en fait, si on peut jouer à leur jeu en Belgique et plus largement au Benelux, c'est grâce à la distribution que vous aviez mise en place avec cette société-là. Tout à fait. Et effectivement, on est venu en moins d'1 an la plus grande société de distribution au Benelux, tout format, pas seulement Nintendo, mais on reprenait par rapport aux autres éditeurs. Et on s'est retrouvé quand même à commercialiser Grand Theft Auto sur PlayStation 1. Et je n'étais pas très fan du jeu, les fourmis qui dealaient et qui roulaient avec des voitures avec la vue isométrique. Mais ça m'a amené aussi jusqu'à la sortie de la version Grand Theft Auto 3 en PlayStation 2, à l'époque où j'étais déjà passé chez un grossiste, mais on a lancé ce genre de licence également. On était vraiment tout début, effectivement. Des gros succès de ce type-là. Et Nintendo 64, pour moi, je suis devenu un joueur, mais toujours un joueur curieux et pas un joueur assidu. J'ai jamais fini aucun jeu.
Zelda Ocarina of Time est celui, je pense, où je jouais les 2 tiers du jeu. Ok. Par manque de temps, trop occupé à faire plein d'autres choses. Mais effectivement, ce que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est retrouver tout cet imaginaire, justement, de s'échapper du quotidien et de rentrer dans l'œuvre du créateur, ici évidemment Miyamoto, et de voir l'intention de l'auteur également d'emmener le public, les joueurs, dans un univers qu'il a conçu. C'est ce qui m'a toujours le plus plu dans les jeux vidéo, plus que les simulations et des choses trop réalistes. C'est ça, donc un accent sur la narration et la construction de monde. Ok. Tu as évoqué un grossiste, peut-être qu'il est temps de passer à l'étape suivante de ta carrière. Donc, CD Contact Data, tu n'étais pas employé, tu avais une société en propre qui travaillait comme consultant pour CD Contact Data, mais cette société en propre, qui s'appelle Z Network, avait d'autres activités également. Est-ce que tu peux en signaler quelques-unes et puis on s'arrêtera sur quelques points saillants? Là, de nouveau, il y a une transition. On perd la distribution à la fin des années 90. En 2000, Nintendo réouvre un bureau en Belgique et j'ai la proposition de continuer sur mes fonctions, mais travailler pour les Japonais, j'étais pas trop intéressé. Et la société, CD Contact Data, se fait au même moment racheter par Activision. Et je me retrouve aussi avec Bobby Kotick au téléphone qui me propose des stock options pour que je reste. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de cadre légal, c'est la monnaie de singe. Et voilà, je l'envoie promener. Je n'avais pas eu un bon feeling non plus, l'histoire m'a donné raison. Oui. Mais effectivement, et donc là, je continue avec ma société et je retourne voir un de mes clients, grossistes, BEMS à l'époque. Ouais. Et j'apporte un peu toute mon expertise dans ces structures, plutôt au niveau développement de projets marketing, notamment l'édition d'un magazine, Serial Player. On l'a un des premiers projets qu'on a développé. On peut montrer quelques couvertures de Serial Player également, sinon le voilà. Donc le modèle du magazine est quand même complètement différent de la presse française qu'on connaît bien par ailleurs. C'est un magazine gratuit, distribué dans les points de vente. Donc on va voir quelques couvertures. Et puis vous avez aussi choisi de développer des bandes annonces de jeux qui étaient présentées dans le magazine. Et ces bandes annonces étaient diffusées dans les points de vente également sur des écrans publicitaires. Tu peux revenir un tout petit peu sur le modèle économique finalement du magazine, comment vous le financiez, qui écrivait dedans, quel était le contenu, bref, en gros, les saillances par rapport à tout ce qui concerne cette presse belge, elle n'est pas nombreuse, et je trouvais ça intéressant de vraiment s'arrêter sur ce cas particulier. Effectivement, et donc souvent dans ma carrière aussi, je suis un peu une éponge, donc je vois des choses et puis j'assemble des choses différentes ensemble et je crée à partir de ça. Mais je pense que de toute façon, n'importe quel artiste ne crée jamais de rien, la création ex nihilo n'existe pas et donc on se nourrit finalement de choses qu'on a vues, qu'on a entendues. Et ici, c'est en allant à une des premières éditions de la Gamescom à Leipzig, encore à l'époque en Allemagne, où je découvre un magazine allemand qui a ce concept en fait de distribution gratuite dans les points de vente. Et vu que j'avais commencé une collaboration avec un grossiste, j'avais accès au réseau de distribution. Et donc j'ai adapté la recette en allant voir nos fournisseurs, les éditeurs de jeux, les distributeurs et les constructeurs de consoles, pour leur dire, voilà, pour promouvoir finalement leurs nouveaux produits, je me proposais alors de créer un magazine qui serait financé en modèle public-rédactionnel à ce moment-là, où chaque présence serait payante, avec une liberté malgré tout rédactionnelle, mais informative, pas de cut, pas de critique sur les jeux, contrairement à la presse française, qui était pendant une décennie ma source principale d'information, où finalement moi j'ai une lassitude finalement du testeur qui parle du goût de la pizza plutôt que du jeu, et des cuts qui sont tous sauf subjectifs également, c'est déjà son goût personnel dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, il a été acheté par la publicité que l'éditeur a mis dans le magazine qui finance quand même le support. Donc au moins j'apportais une objectivité. Tu assumes une forme de présentation un peu froide, plus neutre. Ah non, mais il faut les lire, je m'amusais bien dans le rédactionnel. Par contre, là je me lâchais un petit peu. Tu étais le seul à rédiger ? Alors je faisais quasiment tout de A jusqu'à Z, puisque j'allais chercher tous les visuels également, et donc j'avais juste un infographiste qui n'était pas tout à fait infographiste de métier, et ça se voit sur certainement les premières éditions, mais c'était plus un fanzine bricolé, mais effectivement la partie rédactionnelle, je m'en occupais complètement, et tout seul. Peut-être les bandes annonces, tu les faisais toi-même, c'était des montages, vous récupériez des vidéos d'extraits de jeux que vous
fournissiez avec le magazine et fournissiez aux différents grossistes. C'est arrivé un peu plus tard. On recevait effectivement des trailers de jeux des éditeurs et l'idée était de compiler ça sous forme de CD et de les faire tourner sur des écrans dans les points de vente et donc bénéficier de nouveau de notre réseau et de créer une valeur ajoutée évidemment pour la diffusion. Il faut remettre ça de nouveau dans le contexte, on est quand même encore au balbutiement d'Internet. Il n'y a pas de vidéo en fait sur Internet, on est avant léger, YouTube. Avant YouTube. C'est encore léger, il faut télécharger. Mais j'ai quand même très vite aussi fait un pendant du serial player en version web, dans lequel on mettait alors les vidéos également. Donc pour le grand public, on avait ce support-là web, où on retrouvait le contenu rédactionnel plus les trailers vidéo, c'était l'avantage d'avoir le site. Et dans les points de vente, on faisait tourner les trailers sur un CD, plutôt en boucle à l'heure à ce moment-là, sur des écrans. Ok, très bien. Autre activité qui me semble importante à signaler, c'est les premières conventions, si on pourrait appeler ça comme ça, ou en tout cas des grandes foires de démonstration autour du jeu vidéo. Tu évoquais les activités dans le Benelux, et là on peut mettre l'accent peut-être sur cette première convention au Luxembourg en 2004. Est-ce que tu peux expliquer en quoi elle consistait, quel était le public visé, ce qui était présenté, etc. Oui, de nouveau, c'est un projet qui trottait dans ma tête depuis une dizaine d'années. Et effectivement, il y a des années 90, c'était trop tôt, évidemment, pour moi. J'avais pas les reins assez solides, pas assez d'expérience. J'ai quand même contacté le Hazel, voir un peu combien ça coûtait. J'ai vite fait marche arrière quand j'ai fait les tarifs. Et quelques années plus tard, il y a un premier salon qui s'est lancé à Bruxelles, Media Planet, où j'ai participé avec notre premier stand Contact Data et le jeu Tomb Raider en 96. Et donc j'ai vu mon projet se réaliser. Et en quelques années, on a dépassé les 100 000 entrées. C'était quelque chose de vraiment énorme. Les opérateurs de téléphones mobiles sont arrivés, les premiers fournisseurs de connexion Internet également. Et donc mais ces gens-là bénéficiaient du trafic généré par le contenu jeu vidéo de l'événement. Et lorsque l'organisateur, parce qu'il avait 100 000 entrées, a voulu augmenter ses tarifs pour les exposants jeux vidéo, on s'est concerté, on n'était pas nombreux. On a fait stop, et puis il n'y a plus une nouvelle édition à partir de 2000-2001, c'est tombé à l'eau. Et donc il y avait toujours cette opportunité de créer un salon de jeux vidéo, et alors Media Planet a juste démontré que le potentiel était déjà là à l'époque. Et c'est par les relations commerciales avec le grossiste avec lequel je travaillais, je leur avais apporté également Cactus, qui était la principale grande surface luxembourgeoise, où on fournissait le rayon jeux vidéo, et dans une réunion j'ai évoqué ce projet de salon, pourquoi tu viens pas le faire chez nous au Luxembourg? Et ils nous ont réunis en fait tout un groupe de sponsors, un opérateur télécom, eux-mêmes évidemment comme main sponsor, et un média également local. Et donc ça m'a permis de créer cette première édition en 2004, avec un concept qui était déjà différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur un salon. On vendait des mètres carrés à les exposants qui étaient les éditeurs de jeux ou les constructeurs de consoles. Vu l'éloignement évidemment des bureaux où se prenaient les décisions, souvent en Flandre, voire aux Pays-Bas, j'ai plutôt créé un concept en fait de zone thématique qui était aussi plus parlant pour le grand public, de retrouver des jeux de sport, les jeux d'aventure, des jeux d'origine japonaise, et de présenter sur des bornes des différents constructeurs de consoles les nouveautés en avant-première, et de manière centrale un projecteur sur lequel je diffusais un jeu phare compétitif. On organisait un tournoi. Peut-être qu'il y a quelques photos qu'on peut montrer. Je crois qu'il y a même une petite vidéo, mais ça, j'en suis moins sûr. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Mais donc, cette expérience de médiatisation du jeu à travers un lieu d'exposition, elle a eu lieu 2 fois au moins. 2004 au Luxembourg, 2005 au Luxembourg aussi. Et je suppose que par la suite, elle t'a servi pour nourrir des réflexions sur des lieux parfois plus locaux. On parlera de Namur par la suite. Mais tu veux peut-être rebondir sur oui, pourquoi on n'a pas continué oui, en fait voilà. la raison, c'est de voir un peu parfois le destin qui s'acharne. Donc 2004, on atteint nos objectifs, 3000 entrées, tout le monde est content, les exposants, le public, les sponsors. On réitère en 2005 et donc j'en profite pendant un an, avec l'acquis de l'expérience du côté luxembourgeois, de revenir au Hazel 10 ans plus tard, et je réserve 5000 m² dans le Palais Neuf, 2 semaines après l'événement au Luxembourg, avec une économie d'échelle évidemment. J'ai la même équipe qui travaille sur les mêmes stands sur les 2 événements. Ici on voit effectivement le logo Gaming Experience en 2004. Alors on va aller pas vaut mieux la couper. Exactement. C'était mon after movie fait maison à l'époque. Et là en 2005, on finit le montage, on a eu 150 dossiers,
exposition bien remplie, et on a les premiers flocons de neige qui tombent, et le lendemain, le pays se retrouve paralysé sous la neige. 24 novembre 2005, c'est arrivé une fois en 40 ans à cette date-là, et c'est voilà, le karma. Et donc, on a eu 4-5 000 entrées, mais la moitié de ce qu'on devait faire, on perd 50 000 €, et donc on décide de ne plus continuer. L'argent qu'on avait quand même sorti de notre poche, ce qui a mis fin au projet. 2 ans plus tard, il y a un petit salon qui a commencé, Medinasia, et on a vu ce que c'est venu, donc voilà, faute à pas de chance. Exact. Encore une fois, avoir raison trop tôt, c'est toujours compliqué. Ok, donc troisième grand, donc après le magazine, après la médiatisation et l'organisation de conventions, troisième grande activité de Z-Network après la distribution, c'est aussi les lieux de vente en tant que tels et un partenariat notamment avec Smart Toys qui vient après une expérimentation autour de Game Center à Woluwe. Vas-y, explique-nous comment tout ça s'est enchaîné et comment en fait de quelque chose qui était encore une fois assez expérimental, assez balbutiant, c'est devenu quelque chose de plutôt une réussite quoi, jusqu'à un certain point. Et ça a nourri aussi d'autres concepts par la suite. Peut-être qu'un point sur Game Center plus partenariat avec Smart Toys, ça me semble important pour comprendre l'activité. Effectivement, à cette époque-là, mon beau-frère, qui ont joué régulièrement des parties de GoldenEye, se met en tête d'ouvrir un magasin. Et moi-même, travaillant chez un grossiste, j'avais la facilité évidemment d'accès au jeu. Et donc, on décide d'ouvrir un magasin ensemble. J'ai fait mes études à Woluwe. Je trouve une maison derrière le shopping de Woluwe qui me semblait bien située. Et j'ai une maison, c'est important par rapport à un rez-de-chaussée commercial. Il y avait le rez commercial, mais il y avait aussi les étages. Okay. Et donc ça m'a permis aussi de ne pas vendre que des boîtes, même si à l'époque, un magasin spécialisé faisait beaucoup d'occasions et essayait de trouver des produits de niche. Notamment, quand j'ai commencé avec le grossiste, une des principales activités aussi, l'importation de produits dérivés. Vous en voyez quelques-uns autour de moi. C'est quelque chose qui m'a accompagné depuis longtemps aussi, parce que c'est de nouveau la preuve de l'impact des propriétés intellectuelles du jeu vidéo, de pouvoir en faire des produits dérivés, comme George Lucas l'a inventé pour le film avec Star Wars. Et on était vraiment au balbutiement d'aller chercher aux États-Unis, au Japon, les premières figurines de Final Fantasy. J'ai distribué aussi les premiers guides de Solus, notamment de Final Fantasy de chez Piggyback. Je déteste les jeux de rôle, c'est super ennuyant, mais j'adorais ces livres parce qu'il y avait les artworks d'Amano que je ne connaissais pas évidemment en tant qu'artiste. Okay. D'ailleurs, j'ai ramené sa biographie Amano, justement, que j'ai lu assez récemment. Parce qu'au niveau visuel, là, effectivement, je trouvais quelque chose qui me parlait comme dans les bandes dessinées. Et donc, ce magasin qui était plus qu'un magasin, d'où le nom de Game Center, effectivement, m'a permis de créer une première salle de jeu réseau. Il y avait déjà cybercafé, PC à l'époque, mais je n'avais pas les moyens de m'acheter des PC. Et donc, j'ai découvert la première Xbox, qui était un PC déguisé, puisqu'il y a un port réseau RJ45, c'était la première console à aller sur le net. Et donc, j'ai construit 2 meubles où j'ai mis des racks avec 4 consoles de chaque côté, un Switch. Et Halo, qui était le jeu phare de la console, les développeurs se sont fait plaisir, parce que je ne pense pas que grand monde n'ait utilisé la fonctionnalité 16 joueurs en LAN, mais je l'ai fait en local, et on passait des nuits entières du samedi au dimanche avec les clients du magasin. Okay. Et certains encore aujourd'hui, quand je les croise, s'en souviennent. Quoi, donc, Et il y avait une forme de droit d'entrée, ou bien c'était vraiment un produit d'appel pour la nuit. Okay, d'accord. Ce qu'on faisait surtout, c'est qu'on leur faisait une offre de reprise de leur PlayStation quand ils achetaient une Xbox le dimanche matin. Ah oui, c'était pas du tout orienté. Ok, donc ça c'est, on va dire, la première expérimentation commerciale de boutique et de fonctions annexes. Au-delà de ça, tu développes aussi un partenariat avec Smart Toys, ou en tout cas avec tu deviens une forme de franchise de la chaîne Smart Toys. Est-ce que tu peux l'évoquer brièvement ? Oui, tout à fait. Donc moi, mon magasin a tourné pendant quelques années tout seul. On faisait la caisse sur un tableau Excel. Et effectivement, chez le grossiste avec lequel j'ai travaillé, Smart Toys avait 3 points de vente et des clients. Ils avaient déjà développé un site internet, un programme de gestion informatique. Et donc, après l'échec du salon, j'ai dû retomber un peu sur mes pattes. Et finalement, on a vu quand même pas mal de convergences. Mon expérience de la distribution, l'accès aux éditeurs de jeux et aux distributeurs. Et donc, j'ai créé une centrale d'achat où je devenais le fournisseur des 3 magasins Smart Toys et une douzaine d'autres magasins en Wallonie et au Luxembourg. Et mon propre point de vente bénéficiait évidemment de l'économie d'échelle qu'on pouvait réaliser en achetant en direct. Okay. Et la contrepartie, c'est que je passais mon magasin sous l'enseigne Smart Toys en bénéficiant évidemment, eux, des outils informatiques qu'ils avaient développés. Donc c'était vraiment une collaboration win-win, mais qui n'a pas duré très longtemps dans ce modèle-là, en tout cas une année.
J'ai des clients qui ont fait faillite, malheureusement, et donc je risquais d'être entraîné dans la faillite déjà à cette époque-là par rapport aux factures impayées. Et donc, de nouveau, recoup de poker, je vais voir les curateurs, je reprends pour les quelques milliers d'euros qui me restent les points de vente, qui en soi étaient des magasins qui tournaient bien. Et donc, j'hérite d'un nouveau magasin à Namur, à Verviers, en quelques mois de temps, et je repasse tout sous l'enseigne Smart Toys. Oui, et donc on tu explose la chaîne très vite grâce à ça. Plus que le noyau de départ de Smart Toys, Effectivement. tu deviens... ok. Ce qui va sans doute poser quelques questions, je suppose, pour les propriétaires. Il y a toujours un peu le problème de jalousie qui se pose à un moment donné, quand effectivement le franchisé devient plus important que le franchiseur, mais qui dépend malgré tout, parce qu'on a quand même remis la centrale d'achat également chez Smart Toys, et donc il y a une pression sur les marges. Et donc j'ai quitté le réseau en 2010 pour créer ma propre chaîne, et on est monté jusqu'à 8 magasins. J'ai repris qui s'appelait comment la chaîne Imago Store. J'ai repris le magasin Video Square à Verviers qui a fait faillite. Oui. Qui faisait 500 mètres carrés. Et donc là, j'ai élargi un petit peu aussi le champ en introduisant les mangas, les premiers vinyles, un service informatique. Donc ton retour de l'amour des cultures populaires qui se réintègre dans ton activité de commercial. Ok. Mais si j'ai bien compris le parcours, à un moment, tout s'arrête, ou en tout cas, tu décides de repartir sur une page blanche parce que Z-Network est un peu grevé par différents types de dettes, que ce soit l'événement au Luxembourg puis au Ezel qui ne fonctionne pas, les différents franchisés qui ont quelques difficultés, et donc tu décides d'arrêter. Oui, plein de facteurs, effectivement. J'avais 2 points de vente à Verviers. La ville décide de faire des travaux et transforme la rue où j'étais en piétonnier. Donc ça impacte évidemment le chiffre d'affaires également. On se retrouve en procès avec Smart Toys. Une accumulation de facteurs négatifs. Mais très vite aussi, j'ai vu une évolution du secteur. On allait de plus en plus vers des jeux dématérialisés. Et je me dis, finalement, se battre pour garder un acquis mais qui n'a pas d'avenir, j'ai préféré débrancher la prise. J'ai reperdu ce que j'ai gagné en 20 ans au niveau de mon patrimoine privé, mais c'est pas grave. Et donc la feuille blanche n'était pas tout à fait blanche, parce que ce qui me restait, c'est surtout de l'expérience. Et j'ai repris le magasin de Namur. Un ami m'a aidé à relancer un peu en mettant 10 PC en réseau, où j'ai recommencé à faire de la LAN, comme j'avais dans mon premier magasin à Bruxelles. Et là, je rencontre mes premiers clients, qui sont les étudiants d'Albert Jacquard, et je réalise qu'on a une école de formation de développeurs de jeux à Namur. C'est ça. Et là commence ta vie actuelle, on va dire, celle vraiment de consultant, évangéliste autour du jeu vidéo. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ce serait bien justement que tu précises comment tu te vois, quelle est la fonction que tu occupes réellement en tant que coordinateur de Walga, en tant que coordinateur du pôle jeux vidéo de Namur qui viendra avant Walga, mais qui est un genre de modèle réduit finalement de ce que vous essayez de faire de manière plus large. Comment tu définis ta propre fonction à ce moment-ci ? Pour la définir, revenir un peu à l'origine, en fait, ces clients développeurs de jeux, je les retrouve, on dit amis sur Facebook, et quand ils sont diplômés, je les retrouve en France, au Canada. Alors en alimentation, j'aime bien le circuit court et les produits locaux, et dans l'industrie du jeu vidéo, je me dis, on a le potentiel de créer des jeux ici en Wallonie et en Belgique, et on exporte nos talents pour réimporter les jeux qui sont fabriqués. Et la richesse bénéficie à ces autres pays, alors que la formation est un coût pour la société, et donc en me recentrant sur Namur, je suis rentré aussi dans le réseau de monnaie locale, par exemple. J'ai voulu avoir un engagement beaucoup plus impactant dans la ville, y compris au niveau politique. Et effectivement, j'ai partagé la vision du bourgmestre Maxime Prévost, qui l'est toujours aujourd'hui, qui faisait beaucoup pour le numérique à Namur, qui a soutenu des initiatives comme le TRAC, le KIC, Festival, mais où le jeu vidéo ne trouvait pas naturellement sa place. Et donc, janvier 2016, je lui propose de dire il faut faire quelque chose pour le jeu vidéo. Il me dit je veux bien, mais je ne sais pas. Je dis moi, je vais essayer. Et donc, je vais voir Albert Jacquard, je vais voir le TRAC, le KIC, et donc on initie alors le premier pôle jeux vidéo à Namur. Je vais voir l'agence du numérique pour essayer d'avoir un peu de subsides. Je commençais à faire les premiers game cafés juste pour démontrer que ça pouvait mobiliser pas mal de gens, et ça a très bien fonctionné en payant les bières de ma poche à l'époque une dizaine de fois pendant 2 ans. Et là, l'agence du numérique me met en relation avec Bruno Urbain et Laurent Grumio, qui donc sont à la tête de Fishing Cactus, aujourd'hui le plus ancien studio en activité en Wallonie, mais aussi à l'initiative de Walga en se disant tout seul on n'arrivera à rien, on n'a aucune reconnaissance pour le secteur, on va se fédérer avec les quelques studios pionniers comme à Pied à Charleroi ou à Bracam à Liège. Et donc cette rencontre nous a permis de voir qu'on avait la même vision, mais des expériences différentes. Eux, bottom-up en tant que studio de développement de jeux, et moi au niveau commercial et marketing. Et donc on a créé un premier programme de développement de l'écosystème wallon qu'on a défendu pendant 3 ans avant d'avoir le premier subside en septembre 2019,
qui a commencé à ce moment-là à développer les activités de Walga plus régulièrement. C'est ça. Et donc Walga, c'est vraiment la défense d'une certaine vision d'un écosystème en vue de développer des produits locaux, de développer un jeu vidéo, on va dire wallon, mais inscrit dans une dynamique belge, parce que vous avez aussi des contacts avec la Fléga, je suppose, etc. Ok. Ça a porté ses fruits, notamment peut-être pour le tax shelter. Il y a eu une extension des mécanismes du tax shelter qui était réservé au cinéma pendant tout un temps et qui maintenant peut être mobilisé au sein de l'industrie du jeu vidéo. Peut-être tu veux l'évoquer ou je peux, bien sûr. Oui, vas-y, pendant des années, effectivement, parce que ça a pris une dizaine d'années entre le moment où on a évoqué l'idée d'étendre le tax shelter audiovisuel qui a été créé il y a 20 ans quand même pour le secteur cinéma, animation, et on s'est dit pourquoi pas pour le jeu vidéo. J'ai passé 6 ans de manière très régulière avec effectivement mon collègue flamand de la Fléga à défendre dans le nord et le sud du pays auprès des décideurs politiques. Et ça sera un gros chapitre dans ma biographie. Donc, j'évoquerai pas, je spoilerai pas les détails, surtout qu'il n'y a pas encore prescription pour certains faits. Okay. Mais en tout cas, on est arrivé à nos fins, effectivement. Mais ce qui est important, peut-être une étape intermédiaire, en mars 2019, la loi est votée au Parlement belge d'extension aux jeux vidéo, mais recalée par l'Europe qui ne reconnaît pas le jeu vidéo comme bien culturel. Et ça, c'est vraiment un point très important de montrer qu'encore aujourd'hui, il y a ces blocages de perception de ce qu'est le jeu vidéo, et c'est considéré comme un bien commercial, comme des boîtes de conserve en fait. Et donc on a dû remodifier cette loi en fait, mais il y a eu le Covid évidemment qui nous a un peu freiné avec le secteur du cinéma qui était à l'arrêt, tant la réalisation évidemment des films que la consommation avec les salles de cinéma qui étaient fermées. Et à l'inverse, le jeu vidéo qui a pu démontrer beaucoup plus de résilience dans la production par le télétravail, mais dans la consommation qui, pendant les confinements, a augmenté également. Et l'e-sport qui est devenu de nouveau aussi, évidemment, le bouche-trou des chaînes de télé généralistes, puisque tous les événements sportifs étaient annulés, ils ont commencé à diffuser des tournois d'e-sport. Et ça a donné aussi un boom, évidemment. On peut y revenir d'ailleurs à l'e-sport, parce qu'on l'a évoqué tout au début sur les premiers concours, les premières compétitions. Tu en as organisé dans tes locaux, dans tes boutiques. On a été assez rapidement là-dessus. Mais il me semble qu'il y a une forme d'expertise que tu as développée et c'est devenu quelque part une de tes branches d'activité, c'est de faire de la consultance en e-sport. On peut citer peut-être différentes initiatives, dont une avec Circus, mais il y en a eu d'autres. Est-ce que tu peux expliquer comment l'e-sport de pratique complètement ponctuelle et marginale est devenu maintenant un genre de fer de lance et en tout cas de grand espoir financier du secteur? Moi, je vois 3 grandes étapes en fait dans ma découverte de l'e-sport en 20 ans. Mon premier point de vente, ma salle de jeu Xbox où je commence à organiser des tournois, il n'y avait pas que Halo. On a fait du Pro Soccer qui était la référence au niveau football à l'époque. Tout à fait. Mon frère a participé à des concours en 2002, 2003 vers là. Je réintègre ça en 2004 dans le concept de salon Gaming Experience. J'en parle dans mon magazine. L'Electronic Sport League, qui était les prémices de la première ligue internationale pour l'e-sport, était créée par Ralf Reichardt à Cologne. Et de nouveau, avec un de mes partners in crime depuis des années, en fait, il a pris la licence pour des salles de jeu Outpost en Flandre. Et là, on est vraiment en 2004-2005. Je gère ce qu'on appelait encore le community management francophone à l'époque, le soir après mes heures, à répondre aux questions et à gérer les communautés, différents joueurs dessus. Là aujourd'hui, Ralph a revendu au fonds saoudien un milliard sa structure, mais on était là aux prémices, on a arrêté. Et donc on a eu une première étape qualificative de l'Electronic Sport League sur mon événement au Luxembourg et ensuite à Bruxelles. Donc c'était vraiment tout au début effectivement, mais très difficile d'attirer finalement les sponsors qui amènent l'argent dans le circuit. Et je compare souvent le tennis au badminton pour illustrer pourquoi est-ce qu'il y a des joueurs professionnels qui gagnent des fortunes dans le tennis et pas le badminton, parce que le badminton n'est pas médiatisé. Et c'est l'arrivée de Twitch du début des années 2010 qui a commencé en fait à créer une audience qui a permis de monétiser alors à ce moment-là le contenu des tournois e-sport. Et aujourd'hui on est sur Twitch, on voit bien que Twitch est utilisé pour d'autres contenus, mais c'est le média, c'est plus la télé à papa qui touche les jeunes, et donc aujourd'hui les marques courent après évidemment le jeu vidéo et l'e-sport comme média, et amènent beaucoup d'argent. La question qui se pose encore, c'est comment assurer un retour sur investissement pour ces marques qui sont prêtes à investir. Et il y a eu beaucoup d'erreurs, mais on apprend toujours évidemment, il faut payer pour apprendre, et donc certaines sociétés ont investi trop vite dans un écosystème local qui n'était pas mature, très amateur.
Et donc c'est pour ça aussi, depuis 2021, on a repris dans les fonctions de Walgett le développement de l'écosystème e-sport avec mon collègue Benjamin, qui travaille dessus à mi-temps, d'amener la professionnalisation pour arriver ensuite à convaincre les investisseurs, les marques, à investir dans une chose qui est plus professionnelle. Et je pense aussi, c'est ce qu'on perd souvent de vue, mon expérience commerciale et marketing, c'est qu'on ne crée jamais un besoin, on répond à un besoin. Et souvent, les porteurs de projets dans l'e-sport viennent avec leurs besoins. J'ai besoin d'argent pour faire mon tournoi, mais ils ne répondent pas aux besoins du client qui est le sponsor. Zuckerberg a essayé avec Meta, ça lui a coûté des milliards, il n'a pas réussi à créer son besoin. Et je pense ici, si on prend un événement phare que j'ai pu organiser pour le parc Walibi en 2019, c'était juste après la première Coupe du Monde de Fortnite à New York, où 2 jeunes Belges s'étaient qualifiés. Je n'ai pas, dans la vieille salle vétuste Tiki Théâtre au fond du parc, fait un tournoi, parce qu'on n'avait même pas de ligne internet, qu'on a dû tirer uniquement pour l'événement. Mais on a recréé une scène e-sport dans cette salle avec 60 mètres carrés d'écran LED. C'est l'effet papillon de nuit, comme je l'appelle, c'est qu'absorbé par la lumière, plongé dans le noir, on ne voyait pas la misère de la salle autour. Mais on a créé un concept unique également, on a mis 20 PC sur scène, on a fait venir ces 2 joueurs pros, DRG et Noart qu'on voit sur l'image, Skyart qui est un des streamers jeux vidéo les plus connus en France, et le concept c'était jouer avec les stars et on tirait, on le voit ici, des gamins au hasard dans le public. Voilà, évidemment on avait évidemment la motivation pour eux de venir jouer sur scène, et je crois que c'est ça vraiment, c'est répondre aux besoins du public, aux besoins du parc, et y compris de ces gars, s'ils revenaient avec 50 000 $, eux c'était pas le chèque que je pouvais leur faire pour les amener travailler pendant 2 samedis d'affilée dans le parc Walibi. C'était cet événement communautaire de venir rencontrer leur public également en IRL. Et donc trouver pour chacun un intérêt et de combiner tout ça a fait que le succès a été au rendez-vous. On a eu 10 000 entrées en 2 jours. En plus par rapport aux mêmes dates par rapport à l'année passée. Donc Walgett finalement et tes activités plus largement, Walgett B2B, professionnel, mais aussi une volonté de toucher un plus large public grâce à des activités de médiatisation du jeu vidéo et de monstration finalement de l'espace des possibles de ce jeu vidéo, de la manière dont il peut s'incarner tant d'un point de vue compétitif que du point de vue de rassemblement des personnes autour d'un même projet. Très bien, écoute, ça me paraît déjà très très riche. Je te remercie vivement pour tous ces jalons. Je propose qu'on passe aux questions du chat parce qu'il y en a quelques-unes. Et oui, c'est que ça intéresse. Hein. Donc la première, c'est y a-t-il beaucoup de différences entre le marché français et le marché belge en termes de goût des publics ou en termes de marketing ? Donc ça, c'est une question qui fait appel un peu à ta connaissance sur le long terme. Oui. Ce sera un avis, évidemment, mais je serais curieux de t'entendre. Alors je pense que je dirais non pour la Wallonie, mais il y a une différence au sein de la Belgique justement entre les régions, entre la partie francophone et néerlandophone. Historiquement, le marché du nord du pays était plus PC, le sud plus console, et on a un engagement des joueurs beaucoup plus important du côté francophone. Et on le voit sur la scène e-sport, on a des joueurs belges, on a 10, 15 professionnels qui évoluent dans les teams internationales, sont tous bruxellois ou wallons. Singulièrement, certains issus de l'immigration à Bruxelles également, parce que j'ai pu constater aussi dans une dimension plus sociologique, les pseudonymes dans l'e-sport finalement permettent finalement de cacher ses origines et d'être pris pour ce qu'on est, pour ses qualités. Et donc il y a un impact quand même très intéressant à ce niveau-là, mais ce développement de la culture du jeu vidéo n'a pas été aussi poussé du côté néerlandophone. Et on le retrouve le même phénomène avec les streamers. On a des streamers belges francophones qui ont énormément d'audience en France. L'inverse n'est pas vrai avec la Flandre par rapport aux Pays-Bas. C'est ça. Et donc tu dis que la pseudonymie permet en fait d'éviter la stéréotypie quelque part. Ok. Merci. La deuxième question que je reçois, c'est la Nintendo 64 est arrivée en septembre 97 en France, en retard par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Qu'en a-t-il été de la Belgique ? Y a-t-il eu des spécificités marketing ou techniques pour la distribution de la N64 en Belgique. Donc, quelle a été ton expérience là-dessus ? Le bureau Nintendo étant fermé en France, nous on l'a lancé le 1er avril et on a eu quelques mois d'avance, évidemment, qui nous a permis quand même de très bien vendre la console et tous les jeux qui vont avec. Et donc, ce fameux appel d'air via Auchan et d'autres qui venaient se servir chez vous et pas via le bureau de Nintendo inexistant. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y avait une sélection de jeux que vous décidiez de distribuer dans le Benelux ? Et comment s'opérait l'opération de sélection, justement ? Alors la sélection, c'était plutôt le distributeur pour alimenter son catalogue et faire du chiffre d'affaires, négocier avec les éditeurs. Et évidemment, comme il y avait plusieurs distributeurs en compétition, quand j'étais chez Infogrames, côté éditeur, je jouais aussi au plus offrant. En termes de quantité, puisqu'il y avait un commitment, un engagement à prendre un certain nombre de pièces du jeu.
et d'investir un budget marketing. Et la marge du distributeur permettait de rémunérer la structure et financer le marketing. Chez Nintendo, on était contractuellement obligé de dépenser 10% de notre chiffre d'affaires en marketing. Okay. Donc on avait quand même, on est monté quand même à, pas que Nintendo, mais on était, je recalcule, c'était en francs belges, 20 millions la première année, 25 millions d'euros la deuxième, 30 millions la troisième. On était quand même passé le milliard de francs belges de chiffre d'affaires à l'époque et 10% étaient investis en marketing. Donc c'était toujours évidemment important de gérer ce budget pour continuer à générer des ventes. Là où la concurrence a été un peu déloyale à l'époque par rapport à Sony, évidemment, c'est qu'on était toujours sur ce fameux support cartouche par rapport au CD. Et Sony, pour prendre des parts de marché, a laissé courir le piratage. On se rappelle peut-être, pour les moins jeunes d'entre nous, les copies dans les cours d'école et dans les entreprises, ça circulait bien. Et ça leur a permis de prendre le marché. En fait, on a fini fin des années 90 avec 10% de parts de marché. Malgré la qualité de jeu, une cartouche coûtait à l'époque jusqu'à 100 euros. Donc quand on regarde maintenant 25 ans plus tard avec l'inflation, on devrait les vendre 150, 200 euros les mêmes cartouches par rapport au pouvoir d'achat de l'époque. Oui, tout à fait. Alors, on revient sur la narration que tu as évoquée à un moment. Tu disais que pour toi, jouer aux jeux vidéo, c'était stimulant car tu étais en contact avec l'univers développé et pensé par un auteur. Dans le cas montré, c'était Ocarina of Time. Est-ce que cette question d'autorialité d'un univers est quelque chose que tu ressens et constates avec beaucoup de jeux ou juste avec certains? Est-ce que ton expérience dans le milieu du jeu a une influence sur cette idée d'autorialité? Donc, est-ce que ton expérience en tant que professionnel de l'écosystème te fait avoir un regard spécifique sur les jeux auxquels tu joues finalement? Ouais, évidemment, c'est flagrant dans le cas d'un jeu d'aventure en solo, évidemment, où la part narrative est cruciale. Mais je pense qu'il n'y a aucun jeu où il n'y a pas de part narrative, y compris un FIFA, et on l'a vu au fil du temps, où il y a un storytelling qui se crée autour de la propriété intellectuelle pour garder l'intérêt, l'engouement des joueurs. Certainement, au FIFA, il faut acheter une suite chaque année. Mais ils arrivent quand même dans leur marketing, dans la contextualisation, et l'e-sport fait partie de ce narratif également, d'arriver à créer une élite sportive avec des compétitions, avec une rediffusion. Je trouve que c'est aussi une forme de narratif finalement autour de la licence du jeu, et même pour un bête jeu de football. Ok. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes dans ce sens-là, mais c'est intéressant. Mais à l'inverse, effectivement, dans mon travail aujourd'hui, quand j'accompagne les studios, les porteurs de projets qui travaillent sur leur premier jeu, c'est cette culture générale du jeu vidéo et encore plus large, la musique, du film que j'amène, pour avoir un regard externe au développement, mais en identifiant très vite ce qui manque. Et le succès d'un jeu, c'est souvent le maillon faible aussi qui détermine le niveau de qualité. Et on peut avoir un très chouette jeu, mais s'il n'y a aucune contextualisation narrative, on n'emmène pas le joueur dans l'univers. Si la musique est bâclée, on va gâcher l'effet également du jeu, même s'il est très beau graphiquement. Et donc, c'est tous ces composantes qui font la richesse du jeu vidéo, évidemment, mais aussi le challenge de réussir un projet, c'est d'arriver au meilleur de toutes ces composantes. Bien sûr. Penses-tu que le fait que la France faisait des traductions et des doublages en français a facilité la confiance des sociétés pour la commercialisation et la vente en Belgique par rapport à d'autres pays européens qui auraient dû s'occuper eux-mêmes des traductions et doublages de leur pays? Donc en gros, est-ce qu'il y a eu une facilité pour toi de la distribution grâce au doublage français, en sachant que ces doublages français, ils fonctionnaient pour la moitié de ton activité. 40% du marché. Oui, effectivement, mais je pense que c'est pas propre au média du jeu vidéo, c'est vrai aussi dans l'audiovisuel, évidemment, les films, les séries, et c'est ce qui distingue évidemment les jeunes flamands des jeunes francophones, c'est qu'eux, ils consomment tout en version originale en anglais, et donc une facilité par rapport à la langue anglaise. Et on arrive seulement maintenant à avoir cette facilité, de nouveau grâce à l'e-sport, puisque là on est obligé de communiquer en anglais quand on joue sur des jeux en réseau de manière compétitive. Et on voit de plus en plus le niveau d'anglais s'améliorer auprès des jeunes francophones grâce à ça. Par rapport à la localisation, il y a un intérêt parfois aussi. Déjà, il faut qu'il y ait un contenu, et de nouveau le narratif évidemment est important, et de le faire dans la langue de la personne, même pour les néerlandophones. Je pense avoir géré la localisation d'un des tout premiers jeux en néerlandais à l'époque d'Infogrames, c'est Prisoner of Ice. On a sous-traité à Bruxelles l'enregistrement des voix de comédiens dans toutes les langues du jeu, y compris le néerlandais. On a fait l'espagnol, l'italien, l'allemand. J'ai eu des facilités avec le langue, j'ai fait un peu le directeur artistique des comédiens qui ne connaissaient absolument pas le jeu. Et comme c'est un jeu qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains personnages devaient avoir un accent allemand. Évidemment, ils jouaient le rôle des nazis.
mais de le faire en espagnol, en italien, c'était folklorique. Je peux imaginer. J'ai un chouette souvenir de ça quand même aussi. Encore une autre de tes casquettes. Oui. Alors, une question sur la presse et le modèle économique général. Donc, comment la presse jeux vidéo fait-elle pour se démarquer en Belgique par rapport au mastodonte qui est la presse jeux vidéo française dans les années 90-2000? Donc là, on voit bien comment toi tu te positionnes, mais est-ce que tu as connaissance d'autres magazines qui auraient coexisté et s'ils avaient d'autres différences? Alors effectivement, le bel grossiste avec qui j'ai travaillé, à un moment donné, on a été aussi dans divergence de points de vue et il a voulu lancer son propre magazine payant en librairie et faire face à la concurrence des magazines français, mais sans avoir d'autres valeurs ajoutées, évidemment. Ça n'a pas fait long feu. Player One, si je me souviens bien du nom. Comme son concurrent français. Mais qui avait disparu dans les années 90, mais voilà, je ne trouve pas judicieux de reprendre le nom d'un magazine défunt. Ça crée une forme de confusion. Effectivement, est-ce que c'était volontaire de jouer là-dessus? J'en sais rien. Mais ça faisait partie des divergences qu'on avait, et donc on s'est séparés à cette époque-là. Je voudrais peut-être revenir justement sur l'évolution du rôle des journalistes, justement, ou en tout cas de la presse spécialisée, qui n'a pas tout à fait disparu. Donc effectivement, la presse papier était importante dans les années 90. On a vu avec Serial Player les premiers sites internet qui ont pris le relais aussi. La presse papier a souffert début des années 2000 et a été remplacée par des jeuxvideo.com, Gamecult et autres, qui eux-mêmes ont eu leur grandeur et décadence et sont entrés en difficulté quand les streamers ont pris le relais. Mais aujourd'hui, les streamers jouent toujours ce rôle, en fait, finalement, d'analyse et de prescripteur qu'a joué la presse depuis la presse papier, les sites internet. On a la troisième génération, quelque part. Mais il y a une continuation dans la médiation, effectivement. Après, sur les modalités d'indépendance et de... C'est les mêmes problématiques. Oui, exactement. Ça mériterait qu'on y consacre un moment... un peu de temps aussi. Pour ceux que ça intéresse, il y a d'excellents bouquins de Boris Kriwicki notamment dessus. Alors, je continue dans les questions. L'arrivée du tax shelter gaming marque une certaine reconnaissance du jeu vidéo en Belgique. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'évolution de l'industrie belge, d'après toi? On doit l'être. On doit. Donc on est dans la volonté, là. Ici, on est sur une législature, on vote au mois de juin. Je le mentionne parce qu'effectivement, la relation avec le monde politique est importante. Ceux qui font les lois, ceux qui mettent les moyens en termes d'argent public, de subsides. On a quand même dû attendre l'après-Covid et justement toute cette visibilité médiatique du jeu vidéo pour obtenir en Belgique francophone les premières aides à la création de jeux vidéo. On a pu avoir 4 millions de la région Wallonne via Wallimage dans le prototypage et la production. Ça nous a permis de doubler le nombre de studios en Wallonie, on est passé de 20 à 40. Et toujours le travail de Walga, de les aider, les accompagner à trouver évidemment la suite du financement, mais surtout de commercialiser leurs jeux. Donc la dimension internationale, les salons internationaux auxquels on participe et on les aide à y aller avec leurs jeux, évidemment, est crucial. On est sur un marché global également au niveau de la vente. Et tu as déjà des premiers résultats que tu vois ? Au niveau local. Oui, il y a des choses qui s'accélèrent vraiment à ce niveau-là. La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis 1,2 million sur 3 appels à projets juste pour du prototypage, donc faire sortir plus de projets, aider les premiers jeux à se créer, après des étudiants, des gens expérimentés qui quittent leur job employé pour devenir indépendants, un peu comme moi, mais amener leur expérience à créer leur propre studio. On a quelques chouettes boîtes qui se sont montées ces dernières années. Et je pense qu'aujourd'hui, on appuie sur une législature. Alors évidemment, on peut toujours être dépendant des élections, des gouvernements, des futurs ministres. On a fait un tel travail d'un côté terrain où on occupe tellement d'espace qu'on peut difficilement demain dire on ne soutient plus le jeu vidéo, c'est comme si on disait on ne soutient plus le cinéma en Belgique francophone, ce serait difficile. Et de l'autre côté aussi, on a travaillé aussi avec les bureaux d'études des partis, avec les présidents de partis, notamment pour le tax shelter, où on a maintenant une perception et une reconnaissance du secteur, avec tout le potentiel économique également qui y est lié. On a doublé le nombre d'entreprises, les emplois vont suivre. On a 700 étudiants aujourd'hui dans nos écoles de jeux vidéo en Wallonie. On est passé d'un bachelier à l'HEAJ à Namur à 3 bacheliers et un master, plus les centres de formation. Plus des choses qui arrivent. Comment ? Plus des choses qui arrivent. Il y a arrivent. encore des choses qui arrivent, et donc je pense que c'est un devoir. Je le perçois vraiment comme ça, mon rôle aujourd'hui. On va avoir 200 diplômés dans les prochaines années. Je dois créer 200 emplois en Wallonie. Et pas question de laisser fuir nos talents. Singulièrement, c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, donc essayer de les garder. Et de différentes manières, soit les aider à créer leur société, c'est le rôle du master, de donner des compétences plus de gestion, d'équipe, de projet, de budget pour arriver à créer leur propre studio. Soit ils trouveront une fonction dans les studios qui grandissent et qui ont plusieurs projets en même temps maintenant. Fishing Cactus, pendant les années, travaillait sur un jeu à la fois,
chaque fois que je parle à Bruno, il y en a 5-6 en cours, j'ai arrêté de les compter. Et donc, à un moment, tout seul, il n'arrivera plus à gérer chaque projet, de mettre des project managers également en place. Et le troisième point qui est important, et le Tech Shelter a cet effet-là également, c'est l'attractivité de l'écosystème. On est sur un marché avec une pénurie de main-d'œuvre au niveau mondial. On a cette valeur ajoutée d'avoir nos écoles et formations, de garder notre main-d'œuvre, sans se replier en disant vous ne pouvez plus aller au Québec, c'est d'attirer les Québécois et les aider à établir des succursales chez nous. Ça répond en partie à la question suivante, qui est l'antépénultième. Est-ce que le Tax Shelter a été fortement mobilisé depuis sa création, ou bien cela demeure-t-il relativement confidentiel ou majoritairement utilisé par des grosses structures? Donc, en gros, comment ça marche à l'heure actuelle? Est-ce que tu as déjà des premiers retours? Est-ce qu'il y a des choses qui existent? Tu dois sourire? Je ris même parce qu'au 1er janvier l'année passée, quand le Tax Shelter rentrait en vigueur, je me suis dit d'un côté, je vais récupérer un mi-temps, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et de l'autre côté, on va arrêter de me poser des questions sur le Tax Shelter à chaque intervention. Mais c'est raté. Voilà. Ça me prend toujours autant de temps et on me pose quand même toujours des questions sur le Tax Shelter, mais c'est normal. Et je pense qu'effectivement, la première année est une année de mise en place. On a appris à utiliser l'outil. Les studios, mais également les intermédiaires qui collectent les fonds et qui n'ont pas d'expérience dans le jeu vidéo, qui doivent appréhender les particularités du marché, secteur de la création de jeux vidéo, mais également l'administration fiscale qui doit aussi valider les agréments de producteurs, d'œuvres et de dépenses. Et donc on a vraiment ces trois parties-là, essayé de les faire fonctionner l'année dernière et de clarifier encore certaines interprétations de la loi dans le sens le plus large et le plus bénéfique pour nos entreprises, bien entendu. Et ce travail est toujours en cours aujourd'hui, quoi. Et j'ai encore d'autres objectifs. En gros, là, je suis jusqu'à l'os, mais je veux aller jusqu'à la moelle. Parce qu'à partir du moment où un jeu vidéo passe le test culturel et qu'il a cette reconnaissance culturelle, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire la même chose que le secteur audiovisuel. Et certains interprètent de manière trop restrictive pour le jeu vidéo, évidemment, les mécanismes. Et donc on essaie de les étendre et d'aller vers au-delà. Et de nouveau, dans l'idée de, par exemple, des coproductions, qui est assez nouveau dans le jeu vidéo, alors que c'est la base dans l'audiovisuel pour financer une œuvre. Ça fait 4 ans qu'on est dans le programme européen Spielfabrik dédié à la coproduction de jeux vidéo en anticipant le Tech Shelter. On a eu 2 dossiers l'année passée qui ont été bloqués parce que personne ne se prononçait sur les méthodes de calcul dans le cadre d'une coproduction européenne. Ça, j'ai pu le clarifier. Et l'audiovisuel fait aussi des coproductions internationales, mais il faut un accord bilatéral avec le pays du producteur de l'autre pays. Et on y travaille pour en ouvrir. Maintenant, ce sera le next step des coproductions avec des pays comme le Brésil, avec qui on collabore depuis 2 ans. Et on aurait maintenant le mécanisme pour aller chercher encore plus de collaboration au niveau des studios entre les 2 pays. Ok, parfait. Merci. Alors, est-ce que tu penses que la récente mise en lumière de l'Ariane Studio avec les Game Awards et autres récompenses aura un effet positif sur le développement de jeux vidéo en Belgique et particulièrement de studios? Est-ce que ce type de médiatisation d'un grand acteur a des retombées sur l'écosystème global? Alors c'est toujours positif pour l'image du secteur, mais derrière l'Ariane, c'est 25 ans de travail, c'est plusieurs fois frôler la faillite, c'est se débarrasser des publishers pour faire du self-publishing en prenant beaucoup de risques. D'abord sur leur première IP, Divinity, qui s'est quand même, je le rappelle, classé en 2017 dans le top 10 des meilleures ventes PC, donc Baldur's Gate 3 n'est jamais qu'une IP qui ne leur appartient déjà pas, mais qui leur a permis par leur know-how, leur expertise, d'aller chercher cette IP que beaucoup de monde convoitait depuis 20 ans dans l'industrie, et d'avoir mis encore la barre plus haut sur le succès qu'ils ont rencontré. Au-delà du succès d'estime, évidemment, avec les awards, c'est surtout le succès commercial qui est important. C'est, j'estime, à plus de 20 millions de ventes. Rien que les royalties pour Wizard of the Coast, qui est l'éditeur des cartes Magic, qui appartient au groupe Hasbro. Je crois que c'est 80 millions de dollars de royalties. Quand on sait que c'est 10% maximum du chiffre d'affaires, ça a une petite idée, évidemment, de ce qu'ils ont pu empocher, puisqu'ils n'ont pas d'éditeur. Alors, ils ont bien sûr des actionnaires qui ont permis de financer, mais ce qui surtout leur a permis de financer leur jeu, et c'est plutôt pour ça que je prends l'Ariane en exemple. Demain, on ne va pas du jour au lendemain avoir des Lariane en Wallonie, mais si même l'Ariane a pu avoir toute cette démarche, en fait, dans le respect de leurs travailleurs, sans crunch, parce que justement, ils n'ont pas la pression d'actionnaires, c'est parce qu'ils ont été backés par leur communauté. Ils ont eu le jeu pendant 3 ans d'Early Access. Leur communauté a financé leur jeu et leur développement. 3 ans d'Early Access, 2 millions de ventes, à 65 € le prix plein, leur a permis de couvrir tous les coûts de développement, en fait. Et donc ce modèle-là est applicable à les plus petites structures en Wallonie également. Se dire, il faut aller chercher une communauté, donc communiquer sur les réseaux sociaux et sur les événements. C'est important aussi, évidemment, de se montrer même en cours de développement, et ensuite de lancer un crowdfunding qui permet aussi alors d'aller chercher du backing financier, et peut-être, même si on n'arrive pas à tout couvrir au niveau des dépenses, de convaincre un éditeur. Aujourd'hui, on a un peu le revers du balancier
au niveau des éditeurs, l'argent est devenu plus cher, le taux d'intérêt a augmenté, les investissements post-Covid n'ont pas été judicieux et donc il n'y a pas de retour et donc ils deviennent très sélectifs dans les projets. On voit bien que le marché n'est pas en grande forme pour le moment, vu le nombre de personnes qui ont été licenciées dans des très gros studios bénéficiaires aussi. Il y a un retour de bâton post-Covid. Pourtant, la consommation n'a pas diminué. Non, c'est ça, il faut faire la distinction. On misait sur une croissance quasi infinie et là, on est plutôt dans quelque chose qui retrouve un niveau de pré-Covid, une croissance qui correspond à une croissance un peu normale pré-Covid. Mais le marché n'est pas homogène. Il y a tous les formats, il y a les régions du monde et il y a le type de jeu. Et le modèle qui est en train de se casser la figure, c'est le AAA, qui coûte des dizaines, des centaines de millions, avec autant en marketing, avec finalement peu de prise de risque parce qu'on tourne autour de son IP et qu'on en fait des suites, mais avec une lassitude du public et qui est finalement le pire des risques. Et on a l'émergence de la scène indé depuis une dizaine d'années qui, elle, n'arrête pas de croître parce qu'ils amènent de l'innovation, ils amènent une dimension plus artistique également dans les jeux et qui trouvent un public de plus en plus large qui s'est un peu lassé des suites. C'est ça. Mais tu restes confiant, non, parce que la question qui est encore apparue à la suite de cette discussion, c'est que ça prouve un certain intérêt. On parle justement parfois de trop plein de main-d'œuvre dans certains pays, nombreux licenciements, restrictions budgétaires, etc. Du coup, est-ce qu'en développant les formations, en poussant les choses ici pour développer cet écosystème, est-ce qu'on n'envoie pas les étudiants vers un genre d'impasse ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une saturation du marché ? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question ? Alors, d'un côté, il faut voir quel type de profils sont licenciés dans quel type de structure. Donc, c'est plutôt les gros éditeurs et parfois, justement, des profils expérimentés qui manquaient dans l'écosystème. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ces profils-là sont en train de créer leur propre studio maintenant. Et ils vont faire quoi ? Plutôt des jeux indépendants. Et donc, évidemment, ça va augmenter la concurrence sur l'offre de jeux indépendants, mais des jeux indépendants mieux construits, avec plus de maturité derrière également, et moins des succès coup de chance, mais des succès qui auraient été peut-être construits. J'ai vu encore la semaine passée un article où le créateur de Borderlands, aujourd'hui, crée des jeux dans le mode créatif de Fortnite. Et les User-Generated Content, maintenant les GSC, c'est demain, j'ai la vision que tout le monde peut être créateur de jeux vidéo, parce que les outils se démocratisent, Roblox, Minecraft, ces créations peuvent être monétisées. Et le même phénomène que le streaming et les youtubeurs et Twitch a mangé la télé à papa, aujourd'hui il faut quand même faire attention aussi que cette nouvelle génération de créateurs autodidactes qui ont accès à des plateformes de création et de monétisation peuvent aussi mettre à mal certains modèles de l'industrie. Mais depuis 33 ans, c'est ce qui me passionne, c'est qu'il n'y a jamais rien d'acquis, c'est que la roue tourne tout le temps et recréer de nouvelles opportunités. Donc la nécessité d'évoluer, de s'adapter est essentielle, évidemment. Oui. Je serais très curieux d'entendre Pierre-Yves Hurel, qui a fait une thèse sur le jeu vidéo amateur et sur la création, justement, au départ, généralement pour le plaisir, sur cette question de monétisation de l'amateurisme, finalement. Merci Jean, merci beaucoup. Il reste une dernière question, qui est une question très très générale. Comment ressens-tu le jeu vidéo actuellement par rapport à tes débuts dans le monde professionnel ? Est-ce que tu vois comment ça a évolué d'après toi ? Quel est ton sentiment général par rapport à l'évolution ? Il y a beaucoup de choses, parce que ça évolue encore maintenant, je viens d'évoquer. Mais je veux dire, d'un point de vue personnel, tu disais au départ que tu n'étais pas très tourné vers le jeu vidéo quand tu as commencé. Tu n'as pas eu une enfance de joueur, mais que finalement, c'est la narration, le world building et des choses comme ça qui t'ont vraiment attiré dedans. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme ou est-ce que tu as encore le temps de jouer ? Je reste un joueur curieux, effectivement, et je touche un peu à tout. Et la diversité de la scène indépendante, évidemment, me convient très bien, mais ne me laisse pas le temps, évidemment, de finir les jeux, mais en tout cas d'expérimenter au niveau local, parce que ça fait partie de mon travail, évidemment, mais au niveau international également. J'ai quand même pu beaucoup voyager l'année passée, rattraper un peu les années Covid. Et de découvrir une scène évidemment au Japon où on a été ensemble avec des créateurs indépendants qui finalement vivent plus ou moins la même chose que chez nous, mais qui amènent aussi tout leur héritage culturel dans leurs projets et parfois aussi des projets qui finalement pourraient être créés en Wallonie, au Brésil ou au Japon parce qu'on a la même culture jeux vidéo également, ils ne sont pas localisés dans le contenu et d'avoir effectivement des jeux qui parlent à tout le monde, c'est intéressant également. Je te remercie vivement pour cette discussion qui, je crois, était très riche et qui a montré aussi que le jeu vidéo, ce n'était pas juste développer des jeux, mais ça concernait toutes sortes d'autres professions.
Je voudrais terminer l'émission en remerciant la production, Elena, Anissé, Alexis, la technique, Thomas, Yves, Fred, Clément, Chapnan et Anna-Maria. Et enfin, remercier aussi l'Université de Liège, le département Média, Culture et Communication, le Liège Game Lab évidemment, et les fonds qui viennent du conseil sectoriel de la recherche de l'université. Merci à tous, merci à Pierre pour la musique. Et on se retrouve début avril pour une émission avec Brice Mativi de Wild Bishop pour discuter de la production de jeux vidéo en terre liégeoise. À bientôt! Merci. Ah voilà.